effectivement, nous allons aborder maintenant les RPP, donc recommandations pour la pratique professionnelle concernant l'anesthésie pédiatrique. Donc, c'est des RPP sur l'organisation, je lis le titre entier, structurelle, matérielle et fonctionnelle des centres effectuant de l'anesthésie pédiatrique. Donc, nous allons faire cette présentation à deux. On va se partager un petit peu les différentes questions qui ont été abordées. Alors, la première question, c'est pourquoi les experts ont voulu rédiger ces recommandations, parce que finalement, en fait, il existait déjà des recommandations SFAR à DARPEF, mais qui dataient de 2000. Donc, vous voyez, ça fait déjà 23 ans. Donc, effectivement, il devait y avoir des mises à jour. Et puis, en Europe aussi, les différents, on va dire, grands pays, experts en anesthésie pédiatrique, ont eux aussi mis à jour leurs recommandations avec, et je vous invite à les lire, puisqu'ils se rapprochent beaucoup des nôtres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2000 ? Quand même pas mal de choses. Donc déjà, on va parler du SROS 3 là, qui a été publié en 2004. Donc oui, ça fait déjà 19 ans, mais quand on avait fait les recommandations en 2000, il n'existait pas encore. Et puis il y a différentes grandes études européennes pédiatriques, Apricot, Nectarine, avec des résultats français qui ont apporté des données scientifiques très intéressantes sur la morbimortalité en anesthésie pédiatrique. Et il y a également aussi des nouveautés sur le matériel, et notamment, je fais référence au RFE des voies aériennes supérieures, avec aussi des nouveautés concernant les solutés, très importants en pédiatrie, et l'apport de l'échographie. Et puis vous savez tous, je pense que tout le monde a eu beaucoup de discussions, qu'on travaille en centre expert ou en centre non expert, sur le problème de l'âge limite, du volume d'activité, de l'organisation, de la formation, du maintien des compétences. Et tout ça, on avait vraiment, ça nous tenait à cœur de mettre un petit peu des mots sur toutes ces questions. Et je vous invite également aussi à lire, il y a une enquête SFAR à DARPEF sur l'état des lieux de l'anesthésie pédiatrique, rédigée par Corinne Leju. Et vos réponses nous ont aussi aidé un petit peu à aborder les différents problèmes qui étaient dans ces recommandations. Alors, comme pour tous ces RPP, donc c'était une collaboration entre la SFAR et la DARPEF avec des coordonnateurs, des experts qui venaient de différents types de structures, du CHU, du CSG, du libéral, avec deux membres du CRC que je remercie encore également, Daphné Michelet et Philippe Cuillon. La méthodologie, je ne vais pas forcément revenir en détail. Juste, vous savez, c'est le format PICO avec la définition d'une population. Et nous avons voulu quand même bien définir, puisque vous allez voir que l'âge de l'enfant va dépendre, de l'âge de l'enfant va dépendre l'organisation surtout du personnel, avec une définition sur la prématurité, sur la période néonatale, et ensuite une définition de la population pédiatrique des moins de 1 an, des 1 à 3 ans, des 3 à 10 ans et les plus de 10 ans, sachant que cette définition, cette dichotomie, on s'est basé sur les différentes études avec un cut-off sur la morbimortalité. L'outcome principal, on aurait bien aimé avoir la mortalité, mais vous savez que les données scientifiques sont un petit peu légères, donc c'est essentiellement sur la sécurité et la qualité, mais également sur la morbidité. Et comme on vous l'a déjà dit tout au long de cette session sur les RPP, il faut faire très attention à la formulation qu'on utilise, donc les experts suggèrent de faire ou de ne pas faire. Sachant que l'anesthésie pédiatrique, ça va de 0 à 18 ans, de 500 grammes à plus de 120 kilos, donc c'est une population très hétérogène. Mais quand même, on a voulu vraiment se focaliser sur les plus jeunes, qui sont vraiment les plus à risque. Et on a voulu quand même écrire qu'à partir de 10 ans, la prise en charge peut être assimilée à celle de l'adulte, mais bien sûr en tenant compte de spécificités surtout psychologiques et de la pathologie de l'enfant. Donc, encore une fois, ce n'est pas un petit adulte, mais tout ce qui est physiologie, anatomie, se rapproche quand même essentiellement de l'adulte. Donc, on laisse ces plus de 10 ans de les prendre en charge comme si c'était un adulte. Bien sûr, la SFAR incite à suivre ces RPP, mais encore une fois, et on l'a réécrit dans les différentes questions que va vous proposer Isabelle, sur le médecin anesthésiste réanimateur reste responsable, bien sûr, de son patient et de l'organisation. Sachant que 4 champs ont été définis, avec aussi, je pense que vous l'avez vu passer, le CA de l'ASFAR a décidé que l'application de ces RPP, on pouvait vous laisser du temps pour s'organiser, puisque vous allez voir, c'est vraiment une question d'organisation, jusqu'à peu près 2024, le temps surtout d'approprier ces RPP, de bien les lire, de bien disséquer, de prendre aussi le temps de poser différentes questions. Donc 4 champs ont été décrits. Le champ 1 sur structure et logistique, un champ 2 sur le matériel, très important, un champ 3 sur
les formations, les compétences, formation initiale, formation continue. Et puis un champ 4 sur l'organisation du personnel et fonctionnel. Vous allez voir aussi avec des questions et des réponses extrêmement intéressantes. Alors, une chose aussi qu'il faut bien se mettre en tête, c'est qu'il y a certaines notions qui n'ont pas changé. On s'est énormément basé sur des textes qui existent déjà. Et donc, il y a beaucoup de réponses, finalement, qui n'ont pas été modifiées et qui se basent sur les différents textes. Le premier texte, vous le connaissez tous, c'est le décret qui est paru en 1994, qui insiste sur le fait que l'organisation doit pouvoir faire face à tout moment d'une complication en termes de l'anesthésie, en périopératoire, qu'il faut une surveillance continue, donc ça c'est bien sûr applicable à l'adulte, mais bien sûr à la pédiatrie, et que l'ASFAR a sorti dans la même année ces fameuses recommandations avec, et ça paraît encore une fois, c'est pédiatrique et adulte, en insistant sur le fait que tout médecin anesthésiste réanimateur, s'il le juge nécessaire, doit pouvoir être assisté soit par un médecin, soit par un infirmier anesthésiste, en particulier à l'induction ou au réveil. Vous allez voir que ça va vraiment concerner l'anesthésie pédiatrique, et aussi ces histoires il faut pouvoir que le patient, adulte ou pédiatrie, et là j'insiste pour la pédiatrie, ait vraiment une surveillance par un professionnel d'anesthésie en continu. On s'est basé essentiellement aussi, ça je pense que vous le connaissez tous, le SROS, le schéma régional d'organisation de la santé de l'enfant et de l'adolescent, qui est paru quand même en 2004, donc encore une fois il y a longtemps, et vous allez voir que finalement quand on lit le SROS, eh bien on a repris dans les réponses aux différentes questions des différents champs exactement les mêmes termes que propose le SROS, avec une organisation régionale, avec une participation de l'ARH, pour essayer justement d'organiser cette anesthésie pédiatrique. Donc ça, c'est le texte du SROS. Donc vous voyez qu'il est déjà écrit qu'il est indispensable que les activités pédiatriques programmées et non programmées au sein des structures soient distinguées de l'activité adulte. Et ça, on va reprendre cette notion dans nos recommandations, notamment le 1. Il faut un programme pédiatrique dédié. Vous allez voir qu'aussi pour le matériel, c'est important. Que les établissements de proximité, vous allez voir qu'il y a différents types de centres des établissements, doivent disposer d'un service de pédiatrie. Donc on parle de sites de pédiatrie, de sites dédiés, avec, et ça on ne l'invente pas, des compétences chirurgicales et anesthésiques pédiatriques. Donc ça c'est le texte du SROS en 2004. Et avoir dans ce domaine une pratique hebdomadaire régulière. Et vous allez voir qu'on reprend ces termes dans les différentes recommandations du champ 1, du champ 3 et du champ 4. Pour les anesthésistes réanimateurs, une pratique régulière hebdomadaire de l'anesthésie de l'enfant est souhaitable et ces enfants doivent être pris en charge, et encore une fois c'est le SROS, par des médecins de l'équipe qui en ont l'expérience. Vous allez voir que finalement la notion d'expérience en anesthésie pédiatrique est extrêmement importante pour pouvoir diminuer la morbimortalité en anesthésie pédiatrique, et encore une fois ces notions sont reprises dans les champs 3 et dans les champs 4, avec notamment l'équipe dédiée dont va vous parler Isabelle. Alors, un mot quand même pour le champ 2 sur le matériel, parce que c'est quand même extrêmement important. Comme encore une fois, anesthésie pédiatrique, ça va de 0, alors peut-être 16 ans maintenant, vous allez le voir. Donc ce matériel doit être adapté. Et pour ceux, surtout pour les anesthésistes qui ont, on va dire, une activité occasionnelle avec justement de l'adulte et des enfants, il faut avoir un chariot mobile spécifique. Ça, c'est extrêmement important pour vraiment regrouper tout le matériel. Il faut que tout le matériel soit adapté. Il faut l'accès vasculaire, je le rappelle, qui est vraiment indispensable, soit également adapté, que vous ayez toutes les tailles en fonction de l'âge et du poids de l'enfant que vous prenez en charge. Il faut qu'il y ait un chariot d'urgence, notamment avec les aides cognitives. Par contre, il y a des données dans la littérature qui montrent que vraiment il y a un apport de ces aides cognitives en cas de complications, surtout quand on n'a pas l'habitude. Quelle que soit l'activité qu'on fait, c'est-à-dire urgence ou programmée, il faut avoir un abord intra-osseux. Ça, c'est vraiment dans les textes. En cas de situation critique, en cas de pose de voie veineuse périphérique impossible, il faut avoir un abord intra-osseux. Et puis dans les nouveautés, il y a les vidéolaryngoscopes qui sont apparus, et ça, je vous fais la référence par rapport au RFE, et des solutés adaptées à l'âge. Et surtout, un petit rappel, on insiste bien, jamais de glucosé sans ion, ça c'est essentiel. Monitorage systématique de la température, c'est important. L'hypothermie peut être très fréquente et délétère chez l'enfant, ainsi que l'hyperthermie. Donc monitorage systématique de la température, quel que soit le type de chirurgie. Alors au niveau du champ 4, je vous ai dit, on a repris le SROS. Et le SROS, donc déjà en 2004, a défini les types de centres. Donc ce ne sont pas les experts de cette RPP qui ont défini
le centre de proximité, centre spécialisé et centre spécialisé à vocation régionale, c'est vraiment le SROS, et donc en rapport avec les ARH qui doivent définir ces différents centres. Donc 3 types de centres. Le premier, donc, centre de proximité. Ces centres de proximité, ils peuvent prendre en charge des enfants pour une chirurgie programmée ou en urgence à partir de 3 ans. Si ces chirurgies sont réalisables en ambulatoire, ils peuvent descendre cet âge-là à 1 an. Si bien sûr, les chirurgiens et les anesthésistes réanimateurs ont une pratique régulière. Par contre, il faut aussi, pour les urgences simples, être capable de prendre ces urgences pour les plus de 1 an en fonction de la compétence des anesthésistes et des chirurgiens, et puis après discuter d'un transfert. Et encore une fois, le SROS reprend la notion de pratique régulière souhaitée. Ensuite vient le centre spécialisé, où là, les anesthésistes réanimateurs et les chirurgiens peuvent prendre en charge tous les âges, à condition, bien sûr, qu'il n'y ait pas de nécessité de réanimation pédiatrique périopératoire. Par contre, les équipes de chirurgiens pédiatres 24 heures sur 24, et vous voyez qu'encore une fois, la notion, le terme d'expérience revient, et notamment pour les enfants les plus jeunes, avec le cut-off inférieur à 3 ans. Encore une fois, donc c'est SROS 2004. Ces centres spécialisés, donc dans ce tableau du SROS, il est indiqué qu'il faudrait avoir une unité de soins intensifs, alors c'était le vieux terme, maintenant on parle de soins critiques, médico-chirurgicales, pour ces centres spécialisés. Vous allez voir, on va vous parler d'un document sur les questions-réponses. On a voulu juste noter que, bien sûr, tous les enfants de moins d'1 an n'ont pas besoin de passage en soins critiques, et qu'à ce moment-là, si ces centres n'ont pas des soins critiques, il faut pouvoir organiser des transferts. En tout cas, vous allez voir qu'on va parler de réseau, et qu'il faut y avoir un réseau avec le centre d'experts pour justement prendre en charge les enfants qui ont besoin d'une surveillance continue en post-opératoire. Et puis viennent les centres spécialisés à vocation régionale, donc ça c'est avec des pathologies très spécifiques, des chirurgies lourdes, et ces centres spécialisés à vocation régionale doivent avoir une réanimation pédiatrique avec des filières individuées de chirurgiens et des pédiatres avec une filière de pédiatrie. Donc là, vous voyez, j'ai un petit peu dressé le tableau en reprenant les textes qui existent, et donc maintenant je vais laisser la parole à Isabelle qui va vous parler un petit peu plus en détail de ces RPP. Merci Mathilde. Bonjour à tous. Juste avant de démarrer, qui en dehors des enfants dans la salle? Levez la main. Très bien. Donc, la plupart, quoi, je dirais. Bien. Donc, dans la suite de ce que vous a dit Mathilde, effectivement, on a précisé un certain nombre de choses et on s'est adapté aux nouveautés dans la littérature. Et parmi ces nouveautés, il y a la classification hasard, et nous avons donc, en cohérence avec cette nouvelle classification, nous avons déterminé nous avons plutôt cité les populations à risque, et nous avons suggéré que le nouveau-né à terme de moins de 6 semaines, ainsi que l'ancien prématuré de moins de 60 semaines d'âge post-conceptionnel, qui maintenant font partie des patients désignés comme ASA 3 en termes de risque anesthésique, et donc ainsi que les patients ASA de 3 à 5, représentant donc une population à risque majoré de complications périopératoires cardio-respiratoires sévères, soit donc pris en charge dans un centre spécialisé tel que vous l'a décrit Mathilde, ou dans un centre spécialisé à vocation régionale. Ceci, bien sûr, toujours pour diminuer la morbimortalité périopératoire. Alors, néanmoins, on a quand même nuancé les choses, puisque nous avons suggéré que certains patients ASA 3 puissent être pris en charge en dehors d'un centre spécialisé, mais après contractualisation et dans le cadre d'un réseau de soins, avec donc contractualisation, notamment en ce qui concerne l'âge minimal, et le tout en accord avec l'ARS. Tout ça reprend la notion de réseau particulièrement importante dans la prise en charge des patients au risque anesthésique. Alors, nous avons en fait déterminé des catégories d'âge en fonction du risque anesthésique. Ça n'a pas été fait au hasard, bien entendu. Ça a été fait sur la base de la littérature anglo-saxonne, internationale ou européenne, et donc en fonction du niveau de risque. Donc, pour les enfants de moins d'1 an,
ainsi que pour les enfants à 4 à 5 qui sont des populations connues comme ayant un risque majoré d'arrêt cardiaque ou d'hypoxie, les experts suggèrent que la prise en charge soit assurée par une équipe de 2 professionnels qui sont dédiés exclusivement à ce cas et qui comprend au moins un MAR avec activité régulière et formation complémentaire en anesthésie pédiatrique, assisté d'un second professionnel de l'anesthésie, là encore, avec une activité régulière en anesthésie pédiatrique, toujours dans l'optique d'améliorer la sécurité. En ce qui concerne la deuxième catégorie, c'est-à-dire les enfants de 1 à 3 ans, qui eux aussi représentent une population à risque majoré de complications respiratoires, ça a été bien montré dans les études, les experts suggèrent que cette prise en charge soit assurée selon une des 2 organisations qui vous est présentée sur la diapositive, le choix entre ces 2 organisations étant sous la responsabilité exclusive, c'est lui qui décide, du médecin en charge de l'enfant. Donc ces 2 organisations, c'est soit un MAR avec une activité toujours pareil, régulière et formation complémentaire en anesthésie pédiatrique, assisté d'un IAD, d'un ou d'une IAD, avec une activité pédiatrique régulière et dédiée exclusivement à ce cas. L'autre possibilité, c'est un MAR, toujours pareil, activité régulière et formation complémentaire en anesthésie pédiatrique, qui lui sera dédié exclusivement à ce cas et qui pourra être assisté, si besoin, d'un second professionnel d'anesthésie avec une activité pédiatrique régulière et qui sera immédiatement disponible au bloc opératoire et identifié au préalable. Chaque mot est important. Et puis, vous voyez en bas à droite que quand on est face à des risques de complications respiratoires sévères, ce qui est fréquent chez l'enfant, notamment dans cette catégorie d'âge, il suffit d'avoir un enfant avec une hyperréactivité des voies aériennes supérieures, qui soit asthmatique ou qui soit enrhumé, eh bien, on suggère, on conseille qu'il y ait 2 professionnels de l'anesthésie pédiatrique, dont au moins un MAR lors de l'induction et du réveil. Pour les enfants âgés de 3 à 10 ans, eh bien là, dans ce cas-là, les experts ont suggéré que leur prise en charge soit assurée, là encore, entre selon une des 2 organisations suivantes. Et là encore, le choix repose toujours sur le médecin en charge de l'enfant, soit un MAR avec une activité régulière et une formation complémentaire en anesthésie pédiatrique, ça c'est une constante en fait, qui sera assisté d'un IAD dédié à ce cas. La deuxième possibilité, c'est un MAR, toujours pareil, activité régulière et formation complémentaire en anesthésie pédiatrique, qui va être dédié exclusivement à ce cas et qui sera assisté, si besoin, d'un second professionnel d'anesthésie immédiatement disponible au sein du bloc opératoire et identifié au préalable. Vous voyez qu'il y a une petite nuance avec la population précédente, et la nuance, c'est que la deuxième personne, le MAR, il est de toute façon toujours avec activité régulière en anesthésie et formation complémentaire. Par contre, la deuxième personne, chez ces enfants de 3 à 10 ans, eh bien, on n'impose pas d'activité particulière ou de formation particulière, mais ce doit être un professionnel de l'anesthésie. Alors, on a vu comment ça se passait au bloc opératoire en termes d'organisation médicale et paramédicale. Maintenant, la question qu'on peut se poser et qu'on s'est posée, c'est quels sont les personnels qui sont requis en SSPI. Donc, nous avons suggéré la présence en permanence en SSPI d'une infirmière. On n'a pas catégorisé l'infirmière qui sera formée au réveil pédiatrique, là encore, pour assurer la sécurité périopératoire ou post-opératoire. Et par ailleurs, on suggère d'y associer systématiquement la présence d'un second professionnel paramédical. Ça, c'est pas tellement un scoop, puisque c'est comme ça que ça se passe normalement dans les salles de réveil. Notamment en pédiatrie. Pourquoi ? Parce que il faut pouvoir s'occuper de l'enfant quand il pleure, etc. Donc, deuxième professionnel paramédical.
Enfin, on a spécifié que lorsque on était devant une SSPI à plus de 6 postes, eh bien, on suggère la présence supplémentaire d'une seconde infirmière en plus des personnels précités. C'est très important, ces éléments-là, notamment face à l'administration, par exemple, des structures, puisque souvent c'est parfois un peu difficile. Alors, ensuite, une des questions était, faut-il créer une équipe dédiée d'anesthésistes pédiatriques au sein du bloc opératoire, notamment, bien sûr, lorsqu'on est dans une structure à activité mixte. Eh bien, effectivement, mixte adulte-enfant, les experts ont suggéré de concentrer l'activité pédiatrique sur un nombre limité de praticiens qui ont été formés à l'anesthésie et qui assurent également l'actualisation de leur formation. Et bien évidemment, tout ça, c'est fait pour entretenir la régularité de la pratique et le maintien des compétences. C'est une des parties. Par ailleurs, bon, ça c'était une question relativement simple. Doit-on réaliser une évaluation régulière des pratiques en anesthésie pédiatrique? Oui, évidemment, on a dit oui. Pourquoi? Parce qu'il faut se rendre compte de l'incidence des événements indésirables ou des incidents critiques de façon à pouvoir les analyser, à pouvoir modifier les organisations pour améliorer la qualité des soins. Et ça, c'est indispensable. Et par ailleurs, ça permet aussi de s'évaluer par rapport, par exemple, simplement à la littérature qui est quand même assez riche dans ce domaine. Alors là, on a parlé de l'organisation. Je vous ai parlé pendant l'organisation de la formation en anesthésie pédiatrique. On vous a dit que pour prendre en charge les enfants, eh bien, il fallait avoir une formation en anesthésie pédiatrique. Alors, ça veut dire quoi en fait? Alors, la chose simple déjà, c'est la formation initiale. Donc, les experts, alors on a d'abord regardé les recommandations européennes et on a essayé d'en faire un parallèle avec ce qui se passe en France. Et on s'est donc adapté et on a suggéré que tous les internes d'anesthésie-réanimation, quelle que soit leur future carrière, eh bien, suivent une période minimale de 3 mois de formation en anesthésie pédiatrique dans un centre spécialisé. C'est déjà, a priori, ce qui se passe en France normalement. Et cette période doit être étendue à 6 mois avec un passage en soins critiques pédiatriques. Soins critiques pédiatriques, ça peut être l'ex-UETC ou la réanimation pédiatrique pour ceux qui vont avoir une activité d'anesthésie-réanimation pédiatrique et médecine périopératoire pédiatrique régulière. Donc pour les internes, c'est relativement simple et a priori déjà mis en place. En ce qui concerne les seniors d'anesthésie pédiatrique, eh bien, il faut que leur formation soit actualisée sous l'égide de la formation continue qui inclut à la fois l'actualisation des connaissances théoriques et aussi le maintien des compétences pratiques. Donc les experts suggèrent que tout médecin anesthésiste réanimateur pratiquant l'anesthésie ait une activité régulière spécifiquement en anesthésie pédiatrique et on a mis une quantification qui finalement existait déjà, comme tu l'as dit, dans le SROS, avec au minimum une demi-journée par semaine. Pour anticiper certaines questions, ça peut être une journée tous les 15 jours. Et donc ça, c'est ce qui vous permet d'avoir cette activité, de valider d'une certaine manière cette activité régulière. Et puis par ailleurs, il faut également assurer l'actualisation de ces connaissances et le maintien de ces compétences. Alors, comment on fait? En fait, on propose des programmes individuels de formation dans un cadre défini par la certification périodique. Pour l'instant, c'est encore pour vous un peu flou, mais c'est vrai, vous avez probablement remarqué au sein du congrès, cette année, vous avez un certain nombre alors on appelle ça un parcours pédiatrique, vous avez un certain nombre de sessions
qui sont agrémentés d'un QR code finalement que vous allez flasher et qui va permettre de valider votre présence à ces formations d'anesthésie pédiatrique, à ces sessions pédiatriques. Donc, en plus de ça, c'est vrai que nous avons fait un petit focus particulier sur la simulation, qui est une technique qui se développe dans de nombreux centres, dans la majeure partie des centres, et qui contribue de façon importante à la fois à la formation initiale et aussi à la formation continue. Donc tout ça va dans le même sens. Voilà, sur cette diapositive, pour anticiper quelques questions, un listing par exemple qui n'est pas exhaustif mais qu'on a, qui est là en annexe de ces RPP et qui vous montre finalement de quelle façon vous pouvez entretenir vos connaissances. Et vous voyez que ça va de la validation d'un DU ou DU d'anesthésie pédiatrique, il y en a plusieurs en France, à finalement lire les informations et les sites et l'actualité sur le site de la DARPEF, en passant par des stages pratiques, l'inscription dans un réseau, la participation bien sûr à des journées de formation, à des congrès, comme ce que je viens de vous expliquer pour l'ASFAR. Voyez, donc c'est quand même un éventail de formations qui est très large. En fait, on ne vous impose rien, on vous impose juste d'avoir ce désir et cette démarche de s'intéresser plus particulièrement à l'anesthésie pédiatrique, non seulement en la pratiquant de façon régulière, mais également en actualisant les connaissances théoriques. Et vous voyez ici sur cette diapositive, il y a effectivement les prochains congrès qui vont être consacrés à l'anesthésie pédiatrique, les journées monothématiques de la SFAR en avril 2024, une journée SFAR jeune à Caen, et puis le congrès de la DARPEF qui aura lieu à Marseille. Donc il y a un éventail de formations qui d'ailleurs ne va faire que s'enrichir et qui va être parfaitement ciblé et qui vous permettra finalement de satisfaire à ces préconisations de formation. Vas-y. Bon. Alors, vous voyez, donc on vous invite vraiment à lire ces RPP de façon attentive, à vous poser, quitte à le faire en équipe. C'est vraiment, ces RPP doivent être appliqués en équipe et à les lire mot par mot. Je sais que parfois c'est un petit peu la première lecture, on ne comprend pas tout, mais il n'y a pas de piège. Alors c'est sûr que depuis l'apparition de ces RPP, qui sont bien sûr téléchargeables sur le site de l'ASFAR et sur le site de la DARPEF, on a eu beaucoup de questions, beaucoup de discussions. On est là d'ailleurs pour échanger. Et finalement, les experts ont décidé de faire ces fiches qui sont on va dire, des questions-réponses aux questions les plus couramment posées, comme par exemple, est-ce que le DU est obligatoire pour réaliser l'anesthésie pédiatrique? Non, ce DU n'est pas obligatoire. Comme l'a bien dit Isabelle, c'est des suggestions de formation. Il y a tout un panel de formation, mais on n'est pas obligé d'avoir un DU d'anesthésie pédiatrique pour faire de l'anesthésie pédiatrique. Et voilà, il y a plusieurs choses qui reviennent dans ces questions-réponses. Comment définir une activité régulière? Est-ce qu'on peut faire 2 salles dont un adulte? Je vous laisse lire ces fichiers. Ils vont être bientôt mis sur les réseaux, sur le site de l'ASFAR et sur le site de la DARPEF. Demain, en Prime, vous pouvez les télécharger et à les lire vraiment tranquillement et à essayer de les approprier. Bien sûr, tous les experts sont là pour vous aider aussi à comprendre ces RPP et à répondre à toutes les questions, puisque ces fichiers vont être évolutifs avec justement tous les échanges qu'on peut avoir. J'attire l'attention, je ne sais pas si vous êtes au courant, et en tout cas, je vous invite à questionner vos chirurgiens qui font de la chirurgie pédiatrique, mais de façon toute récente, vous voyez, puis c'est en août 2023, est sorti un décret sur les autorisations de chirurgie pédiatrique. On ne va pas rentrer dans les détails, alors c'est encore plus compliqué à les lire que nos RPP, puisque moi j'ai mis au moins 10 fois pour les comprendre, mais ils insistent sur pas mal de choses, et là c'est un décret, donc là c'est la loi, d'accord, et donc tous les chirurgiens. Alors, en dehors de l'OIRL, c'est quelque chose de particulier, les chirurgies cardiaques et de neurochirurgie, vont être obligés de participer à un réseau de chirurgie pédiatrique, de s'inscrire à un registre, de prouver leur formation. Et le détenteur de l'autorisation pédiatrique va devoir
prouvé qu'il a, en termes d'hospitalisation de pédiatrie, un site dédié à la chirurgie pédiatrique. Il ne va pas pouvoir mettre les enfants au milieu des adultes, et ça c'est pour les chirurgiens. Et aussi ce décret insiste sur un personnel pédiatrique, que ce soit au bloc opératoire avec les chirurgiens et les anesthésistes, et aussi dans les services avec notamment la notion d'infirmière puéricultrice. Donc vous voyez qu'il y a aussi ce décret-là qui va changer la donne et qui cadre de façon beaucoup plus importante l'autorisation de chirurgie pédiatrique par rapport à l'anesthésie pédiatrique. Donc voilà, en conclusion, bien sûr, on insiste sur le fait qu'il y a des spécificités de l'anesthésie pédiatrique avec quand même une population à risque, et que vraiment l'objectif de ces RPP, c'était de sécuriser la prise en charge de nos patients pour éviter une morbidité de notre prise en charge avec des patients à risque. On a vraiment insisté sur le fait que le matériel et les structures doivent être adaptés à la population que vous prenez en charge. C'est à vous, en équipe, avec l'administration, de définir votre organisation, d'accord ? Et une notion également importante, on le répète, mais là, il y a les données vraiment dans la littérature. Plus on en fait, moins il y a de complications. Mais ça, je pense que c'est vrai pour tout. Moi, je suis archi nulle dans la prise en charge de l'adulte. Et ça, voilà, il n'y a pas besoin de données dans la littérature. Donc, l'expérience est très importante. Et de ce fait découle la formation dont Isabelle vous a bien expliqué. Il faut aussi évaluer ces pratiques, il faut essayer de voir en équipe comment vous vous organisez et quelles sont finalement les complications que vous pouvez avoir. Et puis, l'organisation est en fonction, bien sûr, de l'enfant que vous prenez en charge, en fonction de l'âge, du terrain et de la chirurgie. Et tous ces RPP, toutes ces préconisations sont là vraiment pour encadrer et pour améliorer la sécurité de l'anesthésie pédiatrique. Et bien sûr, on est là pour répondre à vos questions et pour échanger sans aucun souci.